Bonsoir à toutes et à tous, amis du Var et d'ailleurs, bienvenue sur l'émission 100% EDJ, votre rendez-vous étudiant du mercredi soir. Vous êtes sur Radio Côte-Varoise et avec Vincent Gallier et nos camarades, on vous accompagne jusqu'à 20h. Bonsoir Vincent, comment ça va ? Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Pour cette première partie d'émission, retour sur l'accrochage entre Louis Boyard et Cyril Hanouna dans TPMP. L'un a porté plainte pour injure, l'autre pour diffamation. Puis direction l'Égypte avec l'ouverture de la COP27, le dérèglement climatique toujours aussi inquiétant, mais il y a quand même quelques vainqueurs. Au cœur du débat actu aujourd'hui, le lancement des nouveaux abonnements Netflix, quel avenir pour la plateforme numérique et ses usagers ? Enfin, place au papier carte blanche avec l'événement Movember, on parle cancer de la prostate et des testicules, mais aussi de tabous. Vincent, on te retrouve en deuxième partie d'émission, quel est le programme ce soir ? Et bien comme d'habitude, un programme chargé, mais avec plein de bonnes choses. Nous parlons cinéma avec la recommandation du jour de Yann, mais aussi avec le film du moment sur Netflix. Ophélie nous emmène en 2001 avec la capsule temporelle. Il y aura du sport, évidemment. Nous reviendrons sur la super performance de nos Bleus qui enchaînent une 12e victoire consécutive. Et nous finirons par le traditionnel quiz, évidemment. Merci Vincent, à tout à l'heure. Place au papier politique avec toi Gaël. Jeudi dernier, dans l'émission télé Touche pas à mon poste, le député de la France insoumise Louis Boyard a vécu un moment particulièrement agité avec le présentateur de l'émission, Cyril Hanouna. Alors Gaël, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le parlementaire commence son intervention en évoquant le sort des migrants à la suite de l'arrivée du bateau l'Ocean Viking dans le port de Toulon. Louis Boyard explique que la France peut accueillir plus de personnes sur son sol, notamment au vu de la richesse engrangée par certains. Il rappelle le chiffre désormais bien connu, les 5 hommes les plus riches de France posséderaient autant que 27 millions de Français. Mais alors pourquoi la situation a dégénéré ? Parce que dans ces 5 hommes, il y a un certain Vincent Bolloré. Et l'émission TPMP a lieu sur C8, propriété du groupe Canal et donc de l'industriel français. Cyril Hanouna l'a alors fait remarquer à Louis Boyard. Le présentateur rappelle immédiatement au député de la NUPES qu'il a également travaillé pour le groupe Bolloré. Cette remarque n'a pas du tout plu à Louis Boyard. Le député rétorque qu'il a le droit de critiquer son ancien employeur et que cela fait partie de la liberté d'expression ainsi que du devoir des parlementaires. Le ton monte entre les deux hommes et Cyril Hanouna finit par insulter à plusieurs reprises Louis Boyard. Le député quitte le plateau après seulement une dizaine de minutes d'émission. Et dis-nous Gaël, quelles peuvent être les conséquences de cette altercation ? Depuis cette altercation, la France insoumise a saisi l'Arcom, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le parti souhaite des sanctions à l'encontre du présentateur de C8. Puis lundi, tout s'est accéléré. Louis Boyard demande l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les ingérences de Vincent Bolloré au sein du paysage médiatique français. Il annonce également porter plainte pour injure publique contre le présentateur de Touche pas à mon poste. De son côté, Cyril Hanouna a dans un premier temps fait un communiqué sur son compte Twitter. Il dit regretter les injures, mais lors de l'émission de lundi soir, il annonce également déposer plainte pour diffamation contre Louis Boyard. Gaël, merci pour l'éclairage de cette affaire. On prend les mêmes et on recommence. Depuis dimanche dernier, la COP27 s'est ouverte en Égypte. Chefs d'État, maires, ministres, militaires et scientifiques se réunissent jusqu'au 18 novembre pour servir le même objectif, lutter contre le dérèglement climatique. Julie, tu mets à l'honneur les grands gagnants de cette rencontre. Tic-tac, tic-tac, l'horloge environnementale de la Terre s'accélère. Les glaciers disparaissent, le niveau de la mer menace de monter d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Les feux de forêt se répandent comme une traînée de poudre. C'est avec un sentiment d'urgence que s'est ouverte cette 27e édition de la Conférence des Nations Unies. Et pourtant, sur les 198 pays présents, seuls 3 d'entre eux peuvent être pris à titre d'exemple. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'ils ont réussi la prouesse d'inverser la tendance. Contrairement à tous leurs voisins, le Bhoutan, le Panama et le Suriname émettent moins de gaz à effet de serre qu'ils n'en absorbent. Est-ce que tu es en train de parler de la neutralité carbone ? Oui, exactement. Et le premier à avoir obtenu ce statut est un tout petit pays enclavé dans l'Himalaya. Le Bhoutan compte seulement 800 000 habitants, mais 70% de ses terres sont recouvertes de forêts. Le pays n'est pas épargné par le changement climatique. C'est pourquoi cet État protège farouchement ses espaces verts et lutte contre le tourisme de masse grâce à une taxe développement durable. Avant, il fallait 65 $ pour pénétrer sur le territoire, mais depuis septembre dernier, le prix a triplé pour atteindre les 200 $. Une manière de faire contribuer les visiteurs à l'effort environnemental, si vous voulez.
Sur le plan énergétique, le Bhoutan a produit son électricité à partir de la force des rivières. Cette énergie hydraulique est destinée à être exploitée par les habitants et exportée en Inde et ailleurs. Mais il semble important de se rappeler que les 3 vainqueurs de la COP27 sont des nations non industrialisées et souvent plus petites que la Suisse. Reproduire leur système à grande échelle peut paraître compliqué. Mais ces États peuvent devenir des atouts pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Comme le disait le ministre des Affaires économiques du Bhoutan, la protection de l'environnement à long terme est plus importante que l'économie. Une maxime que je vous laisse méditer quand on sait qui finance actuellement la COP27. Merci Julie, avec tout ça on va bien méditer, c'est certain. On se retrouve après un court instant de pub. Vous êtes sur Radio Côte-Varoise et vous écoutez 100% EDJ, votre rendez-vous étudiant du mercredi soir. Place au débat actu avec à mes côtés Gaëlle, Julie et Milan. Aujourd'hui, on parle des nouveaux abonnements de Netflix. Véritable pionnière du secteur, la plateforme de streaming s'est forgée une solide réputation auprès des amateurs de séries et de films. Depuis son évolution en tant que service SVOD au début des années 2010, Netflix n'a eu de cesse d'ajouter du contenu à son catalogue. Alors aujourd'hui, doit-on imaginer Netflix, Amazon Prime, Disney+, comme des plateformes de streaming ou comme des boîtes de production à part entière ? À votre avis ? Gaëlle ? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Netflix qui aiment les contenus originaux de la plateforme et qui aiment également aller sur la plateforme qui s'appelle Totem, comme on l'appelle, c'est le bruit d'entrée, d'introduction de Netflix, qui notamment dévoile une partie des coulisses, des interviews un peu, des secrets de production, des choses dans ce style, et qui plaît de plus en plus aux utilisateurs. Donc on peut voir que ce modèle fonctionne de plus en plus et que Netflix va de plus en plus vers ce système de boîte de production avec ses propres contenus originaux. Milan ? Je suis assez d'accord avec Gaël. Les plus gros succès de la plateforme Netflix, c'est très sûrement Stranger Things et La Casa des Papel, pardon. Et je pense qu'en fait, ils ont compris la recette. Ils ont trouvé la recette des séries à succès. Et je pense qu'à terme, c'est ce qu'ils vont faire de plus en plus. Après, il y a quand même eu aussi la série Squid Game, qui ne venait pas de Netflix et qui a été un succès aussi retentissant. Mais je pense que c'est à terme vers... ils ont trouvé la recette pour vendre, et je pense que c'est vers là-dessus qu'ils vont se diriger. Julie ? Aussi, en fait, en tant que boîte de prod, je pense qu'ils ont énormément plus de budget. Par exemple, si on compare à Salto qui est à 250 millions et qui est en train de... qui a des petits problèmes en ce moment, mais Netflix, c'est 17 milliards. Donc on peut avoir une grande différence et oui, du coup ça permet de l'originalité, de l'esthétique, un casting d'acteurs qu'on a tendance à retrouver où on est toujours avec un peu la même famille Netflix et du coup tout ça crée une recette que les personnes ont l'air d'apprécier et qui fait monter la cote de plusieurs séries, même Squid Game qui n'était pas justement de Netflix à la base, Netflix l'a fait monter en grade, quoi. Donc en fait tout ça fait que pour moi ce sont des boîtes de prod qui prennent de plus en plus de place et qui ont justement plein d'ingrédients pour faire mousser. Donc est-ce que vous pensez que c'est légitime cette augmentation ? Est-ce que vous-même vous êtes prêt à payer ? Gaëlle ? Si on parle que de Netflix, peut-être parce que les contenus sont quand même de bonne qualité et le prix est abordable, mais après je vais pas par exemple faire la démarche d'aller prendre un abonnement sur une nouvelle plateforme en ce moment. On sait que c'est parfois un peu difficile économiquement. Et par exemple, moi je sais que je suis assez fan de films comme de certains blockbusters ou même des Marvel ou des choses comme ça qui sont présentes sur d'autres plateformes. Même si j'adore ces films, je vais rester sur Netflix parce qu'il y a beaucoup plus de contenu et il y a beaucoup plus de possibilités de séries et de films. Milan, alors si justement précédemment j'ai dit que Netflix avait trouvé la bonne recette pour produire des séries, je pense par contre qu'ils font pas du tout le bon choix au niveau de leur modèle d'abonnement. Je pense que Netflix a été un peu en perte de terrain ces dernières années. On l'a vu, il y a eu des abonnements en moins au nombre d'abonnés. Et je pense qu'en montant les prix, ça va pas s'améliorer. Et en fait, il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont plus ou moins illégales. Et en fait, les jeunes, ils n'ont pas forcément tout le temps les moyens de s'offrir plusieurs abonnements. Il y a Spotify, Disney+, Salto. Et je pense qu'ils vont plus se tourner vers des solutions illégales. Oui, on va en parler de ces moyens légaux ou non de contourner les plateformes numériques. Alors est-ce que selon vous, justement, oui, cette augmentation, ça peut dissuader en fait les jeunes publics comme vous et moi qui n'avons pas forcément de revenus fixes à se tourner vers ces moyens légaux ou illégaux ? Julie ?
Pour les plateformes, je pense que ça peut être de plus en plus compliqué parce qu'elles augmentent toutes. Après, quand on en a une, on n'a pas forcément envie d'en avoir plusieurs parce que déjà c'est un certain prix. Mais quand on voit, par exemple, la location des films qui peut s'élever à 1 ou 2 euros, on peut peut-être choisir d'aller vers ce genre de choses ou vers le streaming plutôt que de prendre un abonnement tous les mois ou quoi, je trouve. Gaël ? Après, parlons de moyens illégaux, on a des moyens illégaux de streaming payants, on peut dire comme ça, qui regroupent des films, des séries et parfois même du sport, et qui sont quand même, dans ces moyens illégaux, à des prix très attractifs, puisque j'ai un ami par exemple qui paye une 30aine d'euros pour une année, ce qui est assez dérisoire quand même, et ce qui peut par contre paraître inquiétant pour ce type de plateforme si jamais elles montent leur prix à un montant trop élevé. D'ailleurs, Netflix pense aussi à mettre du sport en direct sur sa plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait sûrement une bonne idée de diversifier un peu le contenu qu'il y a sur la plateforme, peut-être pour attirer un nouveau type de public. Après, je maintiens, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gaël. C'est pas en montant les prix que Netflix va attirer de nouveaux clients. Surtout que je pense que sa base de clientèle est assez jeune. Donc, je pense qu'il va falloir revoir ce modèle d'abonnement. Aujourd'hui, Netflix, ça compte quand même 10 millions d'abonnés français, seulement pour la France. C'est 10 fois plus que la plateforme Salto, qui, Julie l'a rappelé, ce Netflix à la française va sans doute mettre la clé sous la porte d'ici peu, s'il ne trouve pas de nouveaux actionnaires, ou si justement il n'augmente pas ses tarifs actuellement très abordables. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait toutes les plateformes, comme Amazon Prime, Disney+. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Netflix écrase la concurrence ? Gaël ? En termes de films et de séries, c'est quand même plutôt un très bon niveau, Netflix. Après, on a parlé du sport avec Netflix, c'est vrai que Netflix a un grand retard dans le domaine du sport, par exemple. À part quelques documentaires, notamment qui sont quand même assez célèbres, certains sur le cyclisme ou encore sur le football, il y a quand même un contenu qui manque, à part peut-être le développement avec Formula One qui a été très connu et qui a fait connaître encore plus le développement de la Formule 1. Sinon, ils ont quand même un peu de retard dans le sport, mais en film-série, oui, pour moi, ils sont au-dessus du lot. On termine sur Julie. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus du lot avec l'originalité, l'esthétique. On retrouve une patte à la Netflix. Donc, voilà, avec l'acting que je disais, c'est vraiment quelque chose qu'on aime retrouver. Mais si je peux donner un petit défaut sur le fait que Netflix revient souvent et peut-être Amazon Prime, Disney+ ne retrouve moins, c'est le fait que les algorithmes font revenir tout le temps les mêmes choses et qu'on a tendance à venir un peu dans une bulle algorithmique de ce qu'on a toujours tendance à voir. Et du coup, peut-être qu'en diversifiant plus, ça peut être mieux vu. Merci Julie, merci à tous pour votre participation. Pour rappel, Netflix propose désormais une offre à 5,99€ avec publicité et un seul écran. L'offre standard jusque-là à 7,99€ passe à 9,99€ et Netflix Premium augmente également de 2€. Tout de suite, un peu de Shabi, un style traditionnel qui nous vient d'Égypte, place à Funky Egal du groupe Zenobia. Vous êtes sur Radio Côte-Varoise et vous écoutez 100% EDJ. Aujourd'hui, Isman nous parle de cancer de la prostate et des testicules. Ce sont les types de cancers les plus répandus chez les hommes. Ils représentent 1/4 des cancers masculins. C'est énorme. Et pourtant, cette réalité est encore très peu médiatisée et reste sujet au tabou. Alors, pour en finir avec cette omerta et sensibiliser la population à ces problématiques de santé, le Movember s'organise chaque année. Isman nous éclaire sur cet événement. Vous l'avez peut-être remarqué, vos amis, cousins, pères ont arboré une moustache exceptionnellement pour ce mois de novembre. Eh bien, c'est normal, car nous sommes en plein Movember, aussi appelé Mouvembre ou encore Novembre bleu. Movember est l'équivalent de l'Octobre rose, mais pour les hommes. Il s'agit d'un événement solidaire dédié à la sensibilisation des problèmes de santé masculine, comme le cancer de la prostate ou des testicules, mais aussi aux questions de santé mentale, encore très tabou chez les hommes. Mots comme moustache et Vember comme November. Vous l'aurez compris, il faut se laisser pousser uniquement la moustache tout le long du mois, et j'insiste sur le uniquement, car il y a une seule condition qui sera d'ailleurs très pénible pour toi, mon cher Vincent. Aucun bouc ni barbe ne sont autorisés. Mais
Mais plus important encore, Movember, c'est l'occasion de lever des fonds pour la recherche scientifique, mais aussi pour les associations de lutte contre les cancers de la prostate et des testicules. Alors pour comprendre les origines de cet événement, il faut se rendre à 17h d'ici en Australie, puisque le Movember prend ses sources à Melbourne dans les années 2000. 4 adolescents, Adam et Travis Garonne, Lux Lattery et Justin Couglin, invitent 26 de leurs amis à se laisser pousser la moustache. Alors pourquoi le symbole de la moustache ? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. En tout cas, pour les 4 amis, l'objectif est clair. Il faut attirer l'attention du public sur ces maladies masculines qu'ils jugent encore trop tabous. L'année suivante, ce sont près de 500 hommes qui se lancent le défi. Une collecte de dons s'y greffe et le mouvement parvient à obtenir quelques 54 000 $ australiens. L'événement est un franc succès et au fil des années, il s'internationalise et compte en 2020 plus d'une vingtaine de pays participants, parmi lesquels figurent plusieurs États européens comme la France, mais aussi d'autres comme le Japon, le Salvador ou encore le Kazakhstan. Le mouvement essuie malgré tout des critiques jugées trop récréatif par les uns ou peu sérieux par d'autres. Quoi qu'il en soit, il a permis de récolter depuis son avènement en 2003 près de 719 millions de $. Merci Isman pour cet éclairage. Et voilà, la première partie d'émission est déjà terminée. Merci à mes camarades présents aujourd'hui, Gaël, Julie, Isman et Milan. Et surtout, merci à vous de nous écouter, chères auditrices et auditeurs du Var ou d'ailleurs. On se quitte en musique avec Fade Up de Zekp, Hamza et SCH. Le retour de votre rendez-vous 100% EDJ, vous êtes sur Radio Côte-Varoise. Tout de suite, la deuxième partie d'émission présentée par Vincent Gallier. Vincent, l'antenne est à toi. Merci Caroline, et pour commencer cette deuxième partie d'émission, c'est Yann qui vient nous proposer une recommandation. Les journées sont plus courtes, il fait plus froid, nous passons plus de temps à l'intérieur, nous avons donc du temps à perdre en mitouflé dans un plaid. Yann, je sais que t'es toujours de bons conseils, alors que nous proposes-tu ? Messieurs, dames, il est temps. C'est enfin l'heure. Ne me faites pas croire que vous êtes occupés en ces journées où il fait plus nuit que jour. Je ne vous croirai pas. Je suis persuadé que vous avez bien 3h40 à perdre devant un film. Alors je vous entends déjà râler, mais qui est capable de réaliser un film encore plus long que James Cameron avec Titanic ? Eh bien Sergio Leone, tout simplement. Les plus fins mélomanes auront reconnu la douce patte d'Ennio Morricone pour la bande originale, et si nous rajoutons Robert De Niro dans le rôle principal, on obtient « Il était une fois en Amérique ». Le scénario, Noodles, joué par De Niro, donc rentre à New York 30 ans après l'avoir quitté. Il se rappelle alors de sa jeunesse. Pour grandir dans le ghetto juif du Brooklyn des années 20, il faut être roublard, malin, débrouillard et surtout avoir une bonne bande de potes. Avec Max et sa clique, ils vont gravir les échelons de la pègre grâce au commerce illégal d'alcool. Un drame passionnant où sentiments de dégoût et de respect pour les héros s'entremêlent. Sorti en 1984, c'est le dernier film de Sergio Leone, l'ultime œuvre d'un réalisateur légendaire. Sergio Leone met toute sa vie dans ce dernier long métrage et ce n'est pas juste une expression. L'œuvre ne se déroule pas de manière chronologique, la Warner Bros a décidé de sortir une version plus courte d'1h30 qui se déroule, elle, chronologiquement. Cet événement a tué Sergio Leone qui s'éteint à Rome, dans sa ville natale, à seulement 60 ans. Il était une fois en Amérique a pu inspirer des grands réalisateurs comme Martin Scorsese ou Quentin Tarantino. Alors oui, c'est vrai, le rythme est lent, le film est long, mais il faut parfois prendre le temps pour apprécier une des plus grandes œuvres que le 7e art nous ait offerte. Eh ben merci Yann, il était une fois en Amérique et si Yann vous le recommande, c'est que ça vaut vraiment le coup. On enchaîne avec la capsule cinéma avec Yann, encore, toujours là celui-là. Tu m'as l'air chaud aujourd'hui, puis pour le coup, moi j'ai pas envie de me séparer de toi là. Bah décidément, je vais demander une augmentation à la rédaction. Bon, 1 minute 30 de plaisir en plus, on dit pas non. Tu souhaites revenir sur un des gros succès de Netflix de ce début de mois de novembre. À l'Ouest, rien de nouveau, et dans le top 10 de la plateforme depuis maintenant 18 jours. Alors ça parle de quoi ? Paul Baumer, 17 ans, né le 18 novembre 1899, fait partie du 78e régiment d'infanterie. Il s'engage volontairement en 1917. Ce jeune Allemand part combattre sur le front de l'Ouest en France. Sorti le 28 octobre, le nouveau film de Netflix, À l'Ouest, rien de nouveau, nous replonge dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. Le spectateur se retrouve témoin de la détresse morale et mentale d'un adolescent allemand face aux poilus français. Tous victimes de l'horreur de la Grande Guerre. Alors pas de spoil, évidemment, nous ne sommes pas là pour ça. Je voulais simplement revenir sur les toutes premières scènes que nous offre Edward Berger, le réalisateur allemand. Un plan long, fixe, sans musique, calme, qui précède un gros plan d'une renarde allaitant son petit dans un terrier. Elle entend un bruit au loin, comme si la vie monotone, tranquille, paisible allait être dérangée.
Je ne vous dévoilerai pas le 3e plan, mais grâce à ce dernier, nous comprenons bien quel est ce bouleversement. Le travail du son, de la lumière et de la couleur est poignant dès les premières minutes du film qui nous annonce une œuvre froide et touchante. Ce film est inspiré du roman éponyme et original de Éric Maria Remarque, paru en 1929 en Allemagne. Prônant et criant à plein poumon le pacifisme, l'auteur, un ancien combattant, est pourchassé dès 1930 par les nazis. Il se voit alors fuir en Suisse puis aux États-Unis, évitant ainsi le même sort réservé qu'à son livre, brûlé dans les flammes dès 1933 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Sorti à temps sur Netflix, À l'Ouest rien de nouveau commémore ce 11 novembre et honore la mémoire des anciens combattants de la plus belle des manières. Et bien voilà, vous connaissez la recette, chocolat chaud plaid, Netflix and chill et les recommandations de Yann Bouvier pour passer un bon moment. On se retrouve nous dans quelques minutes après une petite pause pour la capsule temporelle, le talk sport et le fameux quiz. Restez avec nous, à tout de suite. De retour, vous êtes sur Radio Côte Varoise dans votre émission 100% EDJ, nouvelle saison, nouveau concept et nouvelle tête dans la capsule temporelle avec Ophélie Vagnon pour sa première dans l'émission, direction les profondeurs de l'histoire où savoir et anecdotes s'entremêlent. Vous allez voir qu'on ne sait pas tout et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ophélie nous ramène au tout début du 21e siècle, alors que s'est-il passé le 16 novembre 2001 ? Petit indice. Vous l'aurez compris, place à la magie. Le 16 novembre 2001 est la date à laquelle le premier film de la saga Harry Potter a fait son entrée sur grand écran dans les pays anglophones. De quoi ravir les fans tombés sous le charme des livres de J.K. Rowling. À l'image des écrits, chaque épisode cinématographique, à l'exception des 2 derniers, retrace les aventures d'Harry Potter sur une année à l'école des sorciers de Poudlard. Le héros fait face à diverses aventures, toujours en compagnie de ses 2 acolytes, Ron Weasley et Hermione Granger. Entre potions, baguettes et créatures les plus étranges, tout est réuni pour faire place à l'imaginaire et retrouver notre âme d'enfant. Le premier opus est un franc succès, 2 500 000 entrées en moins d'une semaine. Près de 21 ans plus tard, 305 millions de personnes ont ouvert les portes du cinéma pour plonger dans cet univers magique. Merci Ophélie, et on va totalement changer de sujet, on va passer au sport, on va parler rugby, toujours une belle équipe autour de la table pour parler Ovalie. Valentin, Hervé, Gaël Muffat, Méridol et Pierre-Louis Beignet, bonsoir messieurs. Et bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors là, après le match compliqué de la semaine dernière contre l'Australie, 30-29, c'est une nouvelle victoire au forceps et au mental qu'ont réalisé le 15 de France ce samedi contre l'Afrique du Sud au stade Vélodrome. 30-26, 12e victoire consécutive pour nos Bleus, le record s'agrandit. Plus d'1 an que les Bleus n'ont pas perdu, et cette fois en plus c'est une victoire contre les champions du monde, ce n'est pas rien. Alors messieurs, quelles ont été vos impressions ? Je vais commencer par toi Valentin. Comme tu l'as dit, c'est au forceps et au mental. On a vu contre l'Australie et contre l'Afrique du Sud que même dos au mur, même quand c'est compliqué, ils ont ce supplément d'âme. On a l'impression qu'il peut rien leur arriver sur le terrain. C'est phénoménal. Gaël. On en avait parlé déjà il y a 2 semaines, que l'Afrique du Sud c'était l'adversaire qui faisait le plus peur sur le papier des 3 qu'on affrontait, de l'Australie, du Japon et donc de ce 3e adversaire, l'Afrique du Sud. Et c'était le seul équipe qui avait d'ailleurs un ratio positif en termes de victoires et de défaites sur l'année, et qui est champion du monde en plus, donc qui paraissait impressionnant, et on a quand même fait un vrai match, même si le scénario du match a fait qu'on a joué beaucoup plus longtemps qu'eux en supériorité numérique. Pierre-Louis. Ouais, vraiment, pour ma part, on en a vu de toutes les couleurs dans ce match. Vraiment, il y a eu des revirements de situation pour les 2 équipes. Hein. Un coup les Français, un coup les Australiens, ça allait vraiment dans tous les sens. Il y a eu de l'animation, hein, vraiment on peut le dire, mais oui, et puis je rejoins Valentin également. On y est allé au forceps, vraiment, et puis on a vraiment... en fait, on sent vraiment une équipe... de toute façon, là c'est la 12e victoire consécutive, hein, donc là, clairement, on peut être considéré comme un ogre, vraiment, quand les équipes nous affrontent. Mais non, vraiment, il y a vraiment une animation, mais vraiment fulgurante, et vraiment, on s'est pas ennuyé dans ce match-là. Pas d'ennui, on a eu pas mal aussi d'événements qui se sont passés, donc on disait un combat féroce, Ouais. on peut le dire avec énormément de commotion, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Jonathan Danty, Winnie Antonio, Bonji Mbonambi, Thibaut Flamand et Chelsea Colby. Ça montre aussi à quel point on était sur un choc de titans, concrètement. Pour le coup, nos Bleus ont été admirables dans le combat. Même Anthony Gelon l'a dit, je n'ai jamais affronté des avants aussi costauds. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. C'était d'une brutalité, mais dans le bon sens du terme en fait. D'une brutalité, d'une intensité folle. Et notamment en première mi-temps, les Bleus ont répondu de la meilleure à ce défi physique. Et ça, on a vu que ça a mis grandement en difficulté les Springboks. Gaël. Je pense qu'on n'a jamais aussi peu joué sur les extérieurs.
on n'est passé que dans des rucks en interne. Ça a été un combat féroce, nos avants ont été à un niveau exceptionnel. On pourra revenir sur Charles Olivon, Bien sûr. qui a fait un match extraordinaire. Et je pense qu'on a sorti un combat aussi au mental, parce que sur la fin, quand les Sud-Africains repassent, qu'il y a le rouge pour Dupont, il faut être présent mentalement, et les Bleus l'ont été sur ce match. Parce que c'est ça, il y a eu aussi des faits de jeu. L'Afrique du Sud a été réduite très rapidement à 14. Ça ne les a pas empêchés de nous faire quand même beaucoup de mal. Parce qu'au départ, on parlait bien sûr du French Flair, mais l'Afrique du Sud, championne du monde, ne s'est pas du tout laissé faire. Le premier carton rouge de la carrière d'Antoine Dupont, ça arrive, même au meilleur, j'ai envie de dire. Ça n'a pas empêché les Français de continuer à réagir et de ne pas se laisser marcher dessus. On va parler aussi d'autres tops. Alors Charles Olivon, on va quand même parler quelques minutes de lui parce que il revient d'une blessure d'il y a 1 an. Où pour le coup, il revient tonitruant avec le RCT. En équipe de France, c'était petit à petit. Il avait commencé à participer au match, il me semble, en juillet contre le Japon, dans un groupe un peu remanié. Là, c'est quand même 19 ballons joués pour 54 mètres gagnés, un 20 sur 21 au plaquage, 3 ballons volés en touche. C'est vraiment le retour du grand Charles Olivon, comme on le connaît en équipe de France. Gaël. Oui, totalement. Déjà, avec Toulon, il avait montré de très belles choses. Il l'avait pas encore fait en équipe de France. Là, c'est fait. Il a fait un match référence, peut-être son match référence qui va relancer sa carrière après sa grave blessure d'il y a 1 an et demi, il me semble quand même. C'est assez long. Juin 2021, il me semble, c'est ça. Voilà. La seule petite chose éventuellement qu'on peut lui reprocher, c'est ses 4 fautes pendant ce match, qui aurait pu coûter cher, mais au final il y a quand même la victoire, avec une performance très très bonne de sa part, donc il n'y a rien à redire. Il a aussi été dominant à la touche. Dans les airs, il a survolé sur ce secteur de jeu. Donc oui, là, il a montré qu'il était vraiment de retour au plus haut niveau. Un retour gagnant, ouais, complètement. Un vrai retour gagnant pour Charles Olivon. Est-ce que vous avez des tops un petit peu dans cette rencontre ? On va commencer par Valentin. Je vais faire une globalité, je vais parler des finisseurs, qui pour la première fois depuis Larry Galtier n'ont jamais aussi bien porté leur nom de finisseurs. C'est eux, que ce soit contre l'Australie, contre l'Afrique du Sud, qui ont vraiment apporté quelque chose. Les finisseurs. Ouais. Moi, je vais rendre un petit hommage à nos ouvreurs, entre guillemets, à Thomas Ramos, notamment, qui réalise un 14 sur 17 sur l'ensemble des 2 matchs. Hier, c'est 7 sur 8. Contre l'Australie, c'est 7 sur 9. Donc, c'est quand même très important. On sait que le 15 de France avait du mal à remporter ces matchs parce qu'il y avait quand même pas mal de pénalités ratées ou alors des fois peut-être de l'euphorie et vouloir aller en touche au lieu de vouloir prendre les points parce qu'on n'était pas assuré de transformer ces points. Et là, ça a été chose faite. Et puis, petit bonus personnel, j'ai envie de dire, avec Maxime Lucu, parce qu'il faut quand même remplacer Antoine Dupont pendant plus d'une demi-heure. Et il a réussi à le faire alors que les Bleus étaient à 14 et les Sud-Africains aussi. Donc c'était un jeu très ouvert et je trouve qu'il a quand même réussi à garder son calme dans une situation qui n'est pas facile. La chose qu'il a très bien faite. Alors on le disait par rapport aux ouvreurs, Melvin Jaminet blessé, donc forcément ça tournait en main. Thomas Ramos a complètement assuré, sachant que les 2 joueurs jouent quand même au Stade Toulousain. C'est quelqu'un qui peut taper à 50 mètres, c'est quelqu'un qui peut jouer 10, qui peut jouer arrière. Thomas Ramos, il est polyvalent, il a marqué énormément de points, je pense, pour les prochains rassemblements en tout cas. C'est pas une surprise. Après, quand on le voit aussi en championnat, il fait un très très bon début de championnat. Moi, je pourrais bien aussi revenir sur Macalou, l'hybride de Macalou, qui a fait un très bon match pour le coup. Et ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a d'autres joueurs. On n'est pas toujours sur les mêmes personnes. Grégory Aldrit qui a été moins bon. Antoine Dupont qui a été exclu. On peut voir aussi que c'est totalement un groupe qui a aussi en équipe de France. C'est 15 joueurs. C'est même plus que 15 joueurs. À Marcoussis, en plus, on a 17 qui vont arriver pour le Japon. On en reparlera dans quelques minutes. Il y a vraiment une équipe qui est née pour moi dans ces 2 premiers matchs. Et ils y ont tous mis du sien aussi déjà, donc maintenant, et puis c'est de bonne augure déjà pour la suite, et notamment cette rencontre contre le Japon, voilà, dimanche. Qui est déterminante. Exactement. On va arriver dessus, messieurs. Le 3 sur 3, l'objectif de dimanche prochain, c'est cette victoire face au Japon. Gaël ? C'est très important parce que lors de la Coupe du Monde, il y aura des adversaires de type la Nouvelle-Zélande. On peut les comparer à l'Australie et à l'Afrique du Sud, et il va falloir être en capacité d'enchaîner contre un adversaire moins fort qui sera l'Italie, même si les Italiens ont quand même battu les Australiens, il faut le noter. Là, le Japon, c'est un adversaire d'un calibre un peu inférieur aux 2 Premières Nations, et il va quand même falloir réussir à gagner, peut-être en faisant tourner un peu l'équipe, parce qu'il faudra reposer les cadres pendant la Coupe du Monde. Exactement, donc le Japon, 2 fois victorieux cet été, 23-42 et 15-20. 17 joueurs ont été appelés à Marcoussis supplémentaires, donc
tous ne seront pas assurés de jouer évidemment, mais on peut s'attendre à des surprises. Il y a 3 absents, donc Dupont, Flamand et Cyril Baye, qui ont été blessés. Donc il y a Alexandre Bégonnier, Clément Castet, Dylan Crétin, Jordan Joseph, Thomas Lavolte, Dany Priso, Johan Tanga, j'en veux pas tous les citer, mais il va y avoir quand même quelques surprises. On sait qu'il y a Nolan Le Garec, le retour d'Emilien Gaëton qui fait une très bonne saison à Pau. Est-ce que vous voyez, une petite surprise dans les titulaires face au Japon, ou un joueur qui pourrait peut-être faire une petite différence et marquer des points? Gaël? Je pense que Willy Antonio n'a pas été dans un match référence. Il n'a pas été flamboyant, il n'a pas fait un match exceptionnel. Donc pas forcément un des 17 qui vient d'arriver, mais pourquoi pas Falatea qui a fait une très bonne rentrée à la place de Antonio quand je sais plus à quelle minute. Il est sorti pendant 10 minutes sur commotion. Je pense que Falatea a fait un très bon match, très belle rentrée, donc je pense qu'il peut être titulaire face au Japon et ça peut montrer des certitudes pour la Coupe du Monde. Valentin? Je pense qu'il a procédé à une revue d'un gros turnover et je mettrais Jalibert titulaire. Notamment, il a montré quelque chose de très beau, notamment contre l'Australie. Il a apporté cette vista et je pense qu'il mériterait d'être titulaire contre le Japon. Mais je pense qu'il va procéder plus globalement à un gros turnover. Pierre-Louis, une petite surprise? Écoute, parmi que tu as cité, c'est vrai que c'est difficile, mais après, comme viennent de citer Valentin et Gaël, oui, non, vraiment, des surprises là, comme ça, pardon, je les rejoins. On espère voir en tout cas de nouvelles têtes sur les 15, ça peut être très intéressant. En tout cas, voilà un nouveau match et on fait le plein de confiance. Ça témoigne tout le travail, toute l'abnégation et la solidarité d'un groupe qui s'est créé. Avec cette équipe, on a envie d'y croire. L'objectif 3/3 ce dimanche contre le Japon, match à 14h. La France a envoyé un message à la planète rugby à moins d'un an de la Coupe du Monde. Merci beaucoup messieurs pour ce Talk Sport. Nous en tout cas, on se retrouve dans quelques minutes après un petit peu de publicité pour le quiz. À tout de suite. De retour sur 100% EDJ, vous êtes sur Radio Côte-Varoise, vous l'attendez tous, et bien nous aussi, la partie préférée de l'émission, le fameux et traditionnel quiz. Autour de la table, Pierre-Louis Beignet, Yann Bouvier, Milan Vagnou et Valentin Hervé. Le principe, il est simple, messieurs, vous le connaissez, 4 questions de culture générale. Chacun, voilà, une bonne réponse, un point, rien de très compliqué. Le champion en titre, Valentin, avec une étoile sur le maillot. Alors, si je peux me permettre, le champion en titre, c'est vous, monsieur Vincent. Oui, malheureusement, oui. Je ne peux pas le dire comme ça. Bon, une étoile sur mon maillot et puis une étoile sur le maillot de Valentin. Voilà. Est-ce que quelqu'un va pouvoir égaliser? On va commencer avec Pierre-Louis. J'arrive tout de suite. Oui. Il a parlé, le trash talking, attention. Pierre-Louis. Oui. À quel écrivain doit-on Plateforme et les particules élémentaires? Michel Houellebecq, Frédéric Becbédère, Bernard-Henri Lévy ou Michel Onfray? Écoute, je vais te dire Bernard-Henri Lévy. Eh bien malheureusement c'était Michel Houellebecq, c'était un roman en 2001 et 1998, je pense que personne ne le savait autour de la table. Je l'avais. Tu l'avais? Ouais, c'est vrai. C'est dommage, tu marques pas de points. pas. Yann, c'est à ton tour. Quelle était la fonction du Louvre avant de devenir un musée? Une prison, un palais, un jardin botanique ou une maison close? Celle-là je l'ai pas du coup. Tu peux répéter? Une prison, un palais, un jardin botanique ou une maison close? Allez, un palais. Eh bien, c'était un palais sous Charles V. Il décidait de raser, reconstruire et exposer quelques tableaux pour en faire un petit palais. Voilà, un point pour Yann Bouvier, c'est bien. On prend. C'est bien. Milan, combien de litres constitue 1 mètre cube d'eau? 100 litres, 500 litres, 1000 litres ou 10 000 litres? Alors, j'ai arrêté les maths en seconde. Du coup, je vais dire la réponse C. 1000 litres? C'est une bonne réponse pour Milan, un point. Comme quoi, c'est bien d'arrêter les maths en seconde. Non, évidemment, c'est une mauvaise vanne. Il faut continuer, évidemment. Valentin, combien de membres composaient à l'origine le groupe musical Téléphone? 2, 3, 4 ou 5? 4. Et oui, ils étaient 4. Louis Bertignac, Corinne Marieno, Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert. Un point pour Yann, un point pour Milan et un point pour Valentin. Pierre-Louis, il va falloir se réveiller pour ce deuxième tour, parce que là on est parti sur les chapeaux de roue. Attention. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Les Saint-Malinais, les Malouins, les Saint-Lô et les Saint-Malons. Là tu parles à un breton là, tu vois, les Malouins. Bah oui, bonne réponse. Une question pour un breton. Bien joué Pierre-Louis, évidemment. Yann, dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? Le lauréat, Rainman, Marathonman, Mon beau-père, Mes parents et moi. Ouais, j'en connais pas du tout là. Un film de 1968, t'étais né évidemment donc. Oui, j'ai évidemment 4 ans. Alors, est-ce que tu peux répéter? Alors, dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? Le lauréat, Rainman, Marathonman, Mon beau-père, Mes parents et moi. Mon beau-père, mes parents et moi? Ah, c'est dommage. C'était le lauréat
Elle était un petit peu compliquée, puis tu n'es J'en pas avais breton, tu ne aucune pouvais pas idée, avoir hein. l'ancienne. C'est dommage. Milan, dans quel jeu télévisé faut-il éviter de tirer les boules noires? Fort Boyard, Motus, Slam, une famille en or. De l'hésitation. J'espère que je vais pas décevoir trop de monde, mais je vais dire Slam. Et malheureusement, je pense que pour les fans du Palmacho, ils connaissent bien Motus. C'était Motus, Ah, la évidemment. tête du sud du monde. Hein. Ah, c'est dommage. Dans quelle ville se déroule chaque année le festival interceltique? Encore une question pour un breton. Brest, Mulhouse, Cahors, Lorient. Lorient. Ouais, oui, c'est bien Lorient. Voilà, 10 jours, 10 concerts, plus de 5000 musiciens. Toujours bien sympathique, hein, les fêtes en Bretagne. 2 points pour Valentin Qui bien prend de parti, l'avance. qui prend de l'avance, attention. heureusement. Pierre-Louis, en quelle année la télévision est passée du noir et blanc en couleur? 1940, 1951, 1967 ou 1979? J'ai envie de te dire 1951, je pense. Et malheureusement, Non, non, c'était c'était après. 1967, le 1er octobre, une vraie révolution pour la télévision. Yann, qui Oui. a pris Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday comme témoins à son mariage? Quel roi. Gérard. Gérard Depardieu, Benabar, Jean Reno ou Jean Dujardin? Alors, c'est pas Jean Dujardin. Nicolas Sarkozy et. Johnny Hallyday. Le Johnny. C'est fantastique ça. Pourquoi j'ai pas été à ce mariage moi Bon, alors, tu peux répéter les 3 autres? Gérard Depardieu, Benabar, Jean Reno et Jean Dujardin que tu veux éliminer du coup. Allez, pourquoi pas Jean Reno? Ah oui, bah oui. C'est vrai Jean Reno Ouais. en Eh ben. 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de Sarkozy en l'Intérieur. jacouille, ça peut Il être beau est, à voir. aussi... il est aussi très bon pote avec Jean Reno. Donc voilà, un sacré mariage Fantastique, finalement. ça. 2 points pour Yann, attention. Milan, quel rapace est appelé petit, moyen ou grand duc? L'aigle, le hibou, le faucon ou l'épervier? Le hibou. Ouais, c'est ça, le hibou avec ses aliments, ce que l'on appelle le grand-duc. 2 points pour Milan. Valentin, un 3 sur 3 peut-être, qui est l'inventeur de la pile électrique? Reggiani Volt, Michael Energizer, Alessandro Volta ou Peter Duracell? Volta. Eh oui, Alessandro Volta, la 3, 3 sur 3 Valentin, là vraiment, c'est très très bien parti. Dernier tour, Pilou, de Oui. quelle région est originaire le saucisson brioché? Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de la Loire ou l'Alsace? Cette question. Euh, Alors, si j'ai la réponse et qu'il l'a pas, est-ce qu'on peut répondre? Pour essayer de sauver là. Évidemment, je te laisserai répondre, mais ça ne sera pas de point. Hein. je crois savoir. Alors, C'est Rhône-Alpes. et oui, c'est la région Rhône-Alpes, bien oui, parce qu'on aime que les bonnes choses à Lyon finalement. hein. Évidemment. Bon, 2 points quand même, Pierre-Louis. C'est quand même C'est mieux. honorable. C'est mieux que C'est les mieux autres que fois. la dernière fois. Yann, dernier tour là, il Faut briller, là. Oui, c'est maintenant. Quel personnage historique a été incarné au cinéma par les actrices Vivienne Leigh, Elizabeth Taylor et Monica Bellucci? Elisabeth II, Rosa Parks, Cléopâtre ou la présidente des États-Unis d'Amérique? Cléopâtre. Très bonne réponse, Yann. Très Merci bonne bien. réponse. 3 sur 4. Ah, Attention, bah, Valentin, il y maintenant, aura de la pression. c'est à Valentin de se rater. Hein. Ah bah, il y a 1000 ans d'avant, il y a 1000 ans avant. Quel animal est aussi appelé goupil? Renard, escargot, écureuil ou l'hamster? Le renard. Et oui, c'est le renard. Parce qu'au départ, on disait goupil et c'est juste une fable où on disait Aïe, renard aïe, et aïe. c'est arrivé C'est pour donc dire une renard. égalité pour l'instant. Ah, c'est une égalité, attention. Valentin, Valentin, c'est ton moment. Le grand chelem. lequel de ces pays ne paye pas en euros? La Norvège, la Grèce, Chypre ou l'Andorre? Je l'ai, hein, si ça peut t'aider. Attends, redis. Lequel de ces pays ne paye pas en euros? La Norvège, la Grèce, Chypre ou Andorre? La Norvège. Et c'est une très bonne réponse, le 4 sur 4 pour Valentin. La Norvège, pourquoi? Parce qu'on paye en couronne norvégienne, ils font pas partie Ah du oui. lieu. Et c'est Bravo. une deuxième étoile sur le maillot pour Valentin qui remporte ce nouveau quiz. Un grand merci à vous, messieurs, voilà, mais surtout à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec Lost Souls de Baby Kim. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio pour votre émission 100% EDJ, en vous souhaitant à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine.